En attendant Ubicas, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Moi, la question, c'est quand même, quand on est entre fans du jeu vidéo, tout est rose. Sauf ton dernier slide, mais il est quand même très très gris perlé. Alors que quand on voit, alors c'est pas forcément les communautés de jeux vidéo, mais quand on voit l'effet communautaire sur Internet, oui, qui rejoint l'effet communautaire qui peut exister sans Internet, mais avec un effet démultiplicateur absolument fantastique, est-ce que par moment ça vous fait pas peur? Je vais jouer le papy de service. Si, évidemment, ça fait peur. C'est pour ça que je voulais aussi en parler c'est vrai que c'était un peu rapide aussi à cause c'est très problématique, cette toxicité online, cette façon de pouvoir multiplier les messages très rapidement. Mais moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est pour ça que je tenais à montrer ces exemples de jeunes, de gens qui ont conscience de leur pouvoir de communauté et qui œuvrent contre aussi les mouvements négatifs. Donc je pense que ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche et d'essayer de l'utiliser pour le bien aussi et pas que pour le mal. Nicolas, peut-être une réaction sur ce sujet-là aussi? Ce que vous avez pu observer, constater, vivre? Donc la question des communautés, de la façon dont les joueurs se connectent, effectivement, elle rejoint la façon dont les communautés se construisent, mais je vais peut-être vraiment insister sur une différence de fond. Les joueurs jouent dans un univers de règles, et fondamentalement, je pense que la façon dont les créateurs de jeux, quel que soit le type de jeu, que ce soit des jeux ouverts, des jeux construits de construction comme Minecraft, jusqu'à des jeux plus normés comme les jeux de rôle massivement multijoueurs, jusqu'à même des jeux où on s'affronte comme League of Legends, ont tous des règles et un cadre, et je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence avec des expériences de jeu ou des expériences en ligne comme celle des réseaux sociaux où la parole peut se déchaîner et les terribles dynamiques racistes, violentes qu'ils peuvent voir, je pense qu'elles sont beaucoup moins inhérentes au jeu qu'il y a un univers de construction et un univers de règles. Merci. Moi, j'avais une autre question. Alors, je ne sais pas si on en a eu entre-temps. Oui. Alors, vas-y, Eric. On a 5-6 questions quand même. Donc, les questions qui viennent de Bicast, on a quelques questions sociétales. Par exemple, la réalité augmentée a-t-elle un avenir? Alors, la personne donne un exemple qui s'appelle genre father.io. Ou bien un conseil des communautés de jeux vidéo pour l'animation de communautés professionnelles, point d'interrogation. On commence par ces deux-là. On commence par ces deux-là, ensuite, oui. Il y en a d'autres. Hein. Alors, je vais commencer par la deuxième, parce que c'est plus facile. Oui, je travaille aussi, il y a un spécialiste de la gamification qui, j'espère, va nous parler aussi un peu de ça. On peut apprendre beaucoup de communautés de gamers pour le transférer dans l'entreprise. Je pense que les sociétés de jeux vidéo comme Ubisoft le font déjà très bien. Il y a tout un système d'animation de la communauté interne qui existe parce que c'est naturel. Mais j'ai travaillé avec des banques qui justement se posaient la question de comment animer certaines communautés à leur sein pour qu'ils partagent plus, et c'est souvent des réflexes de jeu, de gamification, ou au moins, c'est surtout de mettre la lunette de l'utilisateur et de dire pourquoi quelqu'un participe et pourquoi il ne participe pas. S'il ne participe pas, c'est parce qu'il n'a pas la motivation de participer. Oui, par rapport aux 4 leviers que vous évoquiez tout à l'heure, qui font qu'on voilà. Fait partie d'une communauté. Exactement, donc ça c'est utile. L'avenir de la VR, je crois que c'est intéressant. Si j'avais une boule de cristal comme Julien, je pourrais mieux le dire. Je pense que ce qui est intéressant dans la VR, c'est justement aussi que le jeu vidéo regarde de façon déjà très très précise, jouer ensemble,
voilà, tout le multiplayer en VR, les changements de personnalité. Il y a des chaires en Allemagne qui regardent qu'est-ce que ça fait quand je suis en VR et puis au lieu d'être un homme, je suis une femme. Et qu'est-ce que ça fait avec moi, avec mon cerveau, avec ma façon de de me considérer. Beaucoup d'initiatives viennent du jeu. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce qui se passe là dans la recherche pour l'apprendre. Voilà. Ce que dit Odile est très vrai, on est des défricheurs dans le jeu vidéo et sur la réalité virtuelle. Alors maintenant on dit XR, parce que c'est réalité augmentée, réalité virtuelle. Il y a eu beaucoup d'expérimentations et on peut citer l'exemple d'ailleurs de ce qu'a fait une société bordelaise qui s'appelle Asobo Studio, qui a été le précurseur sur la réalité augmentée. Et ça les a amenés à mener tout un tas d'expérimentations sur la réalité augmentée dans le jeu vidéo. Mais ils ont été tellement pointus et tellement précurseurs qu'ils ont ensuite monté une société qui conseille aujourd'hui des entreprises sur l'utilisation de la réalité augmentée dans leur quotidien. Ça peut être par exemple sur des chantiers, apprendre à piloter un pont pour prendre des containers et les mettre sur des bateaux. C'est évidemment plus simple de le faire avec la réalité augmentée sur le site que de le faire avec une vraie manipulation de ces containers, ce qui peut engendrer du coup de la mobilisation des... voilà, ils ont pas mal de choses qui ont été faites comme ça. Et puis, donc ça c'est le côté expérimentation du jeu vidéo versus l'utilisation dans le domaine beaucoup plus large que simplement le ludique. Et puis il y a aussi quel est l'avenir de cette réalité virtuelle augmentée dans le jeu vidéo. La question c'est celle du taux d'équipement. Aujourd'hui, pourquoi le jeu sur mobile cartonne ? C'est tout simplement parce qu'on a tous, depuis 2007, ou peut-être un peu plus récemment pour d'autres, mais une console de jeux vidéo dans la poche. Le smartphone est une console de jeu. Donc elle permet d'accéder à un catalogue et elle permet de jouer avec des contrôleurs qui sont relativement accessibles. Donc si la réalité virtuelle permet demain d'avoir un équipement pas cher, facile à utiliser, qui ne rend pas les gens malades, il est vraisemblable que le jeu vidéo s'engouffrera dans ces utilisations-là, à condition qu'il y ait un marché, parce que le jeu vidéo, c'est une industrie culturelle, créative et numérique, mais qui a besoin d'un marché pour exister. J'avais un commentaire sur cette question. Je pense qu'on mélange la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Je pense que ça part le fait qu'il y a une réalité devant, il y a très peu de points communs. Ça avait été très bien montré par les gens de chez Xerox il y a plus de 30 ans. Et la problématique de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est la relation à l'autre. Le problème de la réalité virtuelle à l'heure actuelle, c'est que même si on a un avatar de quelqu'un d'autre, pour l'instant on joue encore quand même tout seul. Et la problématique de la réalité augmentée, c'est de pouvoir de jouer à plusieurs. Ce qui fait par exemple, je pense que Eric va en parler tout à l'heure, les expériences de systèmes muséaux augmentés. Tant qu'on est tout seul, qu'on ne discute plus avec sa famille avec qui on est allé voir le musée, qu'on n'entend plus ce qui se passe dans le musée, et ben au bout de 10 minutes, on enlève le casque, on enlève les lunettes et on regarde le musée et on continue à parler avec les autres. Donc tout ce processus, tu as parlé tout à l'heure de Pokémon Go. Pokémon Go, c'est un des exemples de l'importance de la réalité augmentée, c'est-à-dire l'apparition du virtuel dans le monde réel, tout en le partageant socialement avec tous les gens qui sont autour de toi. Et à mon avis, ce débat, cette façon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipements pour la réalité augmentée. Il suffit d'avoir un casque, et un casque ouvert qui vous permet d'entendre et de superposer ça. Puis après, on peut mettre des lunettes, mais c'est même pas indispensable. Donc, mais c'est pas un problème d'équipement, c'est un problème de la façon dont on gère la communication entre les gens dans ces espaces partagés. D'où le sujet de communauté, en effet, et d'interaction entre toutes ces personnes. Alors, juste pour terminer sur cette première partie, puisqu'on enchaîne, on a déjà un peu de retard et le sujet est passionnant. Je reviens juste sur l'introduction de Nicolas, et c'est vrai que le jeu faiseur de sens, on reparle beaucoup dans toutes les sociétés, dans l'entreprise au sens large, l'entreprise industrielle mais aussi économique, de remettre du sens et des entreprises à vocation. Finalement, c'est cette quête de sens qui rassemble au sein des communautés qui fait qu'on se rassemble et on a envie de faire quelque chose ensemble. Et ça crée de la valeur pour l'industrie des jeux vidéo, avec beaucoup de création. Écoutez, merci beaucoup. On va libérer Nicolas. Merci encore pour ce témoignage à distance et d'être resté avec nous. Merci Odile et Julien.